sont intervenus depuis ce matin et je suis très heureux de ça parce que ce n'est pas toujours le cas qu'une table ronde en fin de journée puisse rassembler toutes celles et tous ceux qui ont contribué dans une même journée. Donc ça, c'est très très bien. Nous avons eu ce matin des interventions qui ont permis d'établir un peu un panorama, je dirais, de l'ensemble des approches qu'on peut avoir sur l'altérité, je cherchais le mot, et également les ouvertures, que le fait de réfléchir au concept d'altérité, les ouvertures que ça provoque. On a eu ça nous a occupé toute la matinée, et cet après-midi, nous avons bénéficié de deux interventions aussi de très très grande qualité sur les pistes du vivre ensemble, et pas seulement des pistes, du vécu de plusieurs années maintenant, avec les jeunes et ensuite dans le monde professionnel. Donc, à présent, si vous voulez bien, l'idée pour cette table ronde, c'est que l'on puisse échanger tous ensemble sur un certain nombre de points, questions, commentaires, observations que vous pouvez avoir. La journée a été jusque-là extrêmement riche. Nous aurons, à un moment donné, peut-être à suspendre cette table ronde lorsque l'adjoint au maire viendra nous rejoindre en fin d'après-midi. Mais en tout cas, pour l'instant, la parole est ouverte et disponible à qui la souhaite. Dit comme ça jette un froid. Alors, on va le dire autrement. Si jamais quelqu'un avait une question, une réflexion à produire, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions honteuses. Il peut y avoir éventuellement des mauvaises réponses, mais ce ne sera pas le cas ici. Donc chacun est invité à s'orienter pour prendre la parole. Voilà. Rebonjour, on va lancer les hostilités pour délier les langues. Je me demandais, en tant que jeune quarantenaire, si d'après votre expérience, vous aviez l'impression que les cristallisations autour des questions d'identité dans la société française actuelle étaient plus prégnantes qu'autrefois. Est-ce que les communautés, on entend beaucoup dans les actualités en ce moment de choses à propos des communautés, d'identité, etc. Que ce soit de genre, confessionnel, qu'est-ce que vous en pensez dans l'histoire? Est-ce qu'aujourd'hui on a plus de soucis à ce niveau-là? Merci. Qui veut répondre? Je vais répondre. Je crois qu'effectivement il y a une crispation identitaire qui s'aggrave ces dernières décennies. Je prends pour un exemple, quand j'étais au Botswana dans les années 80, on communiquait par Telex à l'époque, il n'y avait pas Internet, et mon frère m'a envoyé un Telex en me disant il y a une super manif, touche pas à mon pote. Là, je me suis dit, mais c'était une histoire ancienne ça. Quand je suis parti il y a 7 ans, on en parlait, enfin ça allait bien, on avait fait justement tout le travail des années 70, on avait milité ensemble, il y avait les établis, etc. Enfin, cette question de racisme, d'identité à l'intérieur de la société française, il me semblait que c'était une affaire réglée. C'était du passé. Ben, pas du tout. Pas du tout, et je pense que ça s'est aggravé parce qu'il y a eu une grosse instrumentalisation politique, bien évidemment, de ça, mais il y a eu aussi, je pense, une sorte de surenchère victimaire. Enfin, ça a été très compliqué, et pour répondre rapidement à votre question, je pense que ça s'est aggravé, et du coup, aujourd'hui, il faut qu'on travaille plus profondément les questions d'altérité qu'on a pu le faire dans les années 70, parce que manifestement, notre génération a échoué. Moi, je suis pas quarantenaire, je suis même pas trentenaire encore, mais par contre, c'est un sujet qui me passionne, sur lequel j'ai essayé de me documenter, et puis j'ai fait des études d'histoire. Ma perspective, elle serait à la fois de... J'irais pas jusqu'à dire que la génération qui nous précède a échoué, je n'irais pas jeter cette pierre-là, ou si vraiment on devait parler d'un échec des générations d'avant, moi je parlerais plus du climat que d'autre chose. En tout cas, sur ce sujet, je pense pas qu'il y ait d'échec, parce que ce serait jeter la pierre.
Et par contre, j'irai pas à dire que ça se passait mieux avant. Je pense qu'il n'y avait pas de conscience de difficulté parce que l'histoire a révélé beaucoup de choses qui étaient invisibilisées médiatiquement. Jusqu'en 1983, la marche pour l'égalité, il y a des morts de ratonnade en France tous les mois. Tous les mois. Et là, depuis 1983, il n'y a pas de cas comparable. Et les ratonnades, c'était une manifestation d'extrême droite qui venait lyncher un noir, un arabe, parce que perçu comme étranger. Et donc, je pense que pour moi, cette période-là, j'ai l'impression, a tendance à être un peu idéalisée aujourd'hui, notamment par un tag très connu à Sarcelles, où on voit des enfants qui courent et qui jouent au foot, et il y a écrit « Moi, quand j'étais à l'école, il n'y avait ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, on était tous des enfants. » Mais je trouve, alors j'étais pas né, hein, que de ce que je lis, de ce qu'on nous transmet, de ce que les descendants de minorités racontent aujourd'hui dans leurs récits, qu'on idéalise un peu cette période. Elle n'était pas, si belle qu'on le prétend, et d'ailleurs, toutes les polémiques autour de 98 révèlent aussi à quel point 98 est venu apaiser une situation de tension larvée pour ceux qui étaient silenciés et qui n'avaient pas l'occasion de dire la souffrance dans laquelle ils étaient, parce que le fait majoritaire était tellement plus puissant qu'aujourd'hui encore, parce que la société était plus récemment multiculturelle, que ceux qui étaient en souffrance et en difficulté dans différentes communautés ne pouvaient pas le dire. Et moi j'ai plutôt l'impression que sur ces sujets d'inclusion, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La mortalité, par exemple, des personnes homosexuelles a chuté depuis les années 70-80. Il y en a encore, hein, et trop. Mais ça veut dire que sur ce type d'inclusion, par exemple, il y a un changement qui s'est opéré. Ça, c'était mon premier point. Et le deuxième, quelque chose qui m'a beaucoup marqué en travaillant sur les mécanismes de radicalisation, d'engagement dans la violence, etc., et aussi en détention, c'est que 100% des jeunes qui sont impliqués dans ces processus, 100% des jeunes ont de la haine à l'égard de leurs parents, sur un prétexte en général: vous avez trahi nos valeurs. Et donc du coup, moi j'ai aucune sympathie ou caution pour ce type de discours, c'est juste pour exposer le sentiment. Pour moi, le sentiment qui aujourd'hui revient de manière relativement démocratique quand même, le sentiment communautaire, avec des tensions, c'est évident, mais il est exprimé, à part par l'État islamique, il est exprimé par voie de polémique, de controverse, c'est-à-dire la gestion du désaccord dans le conflit politique, par opposition au conflit par la violence armée. Et bien, cette expression-là de génération qui exige les droits dont ils ont le droit, en fait, ils ne veulent pas les droits supplémentaires, qui revendique une égalité de traitement, une égalité d'accès à l'emploi, etc., c'est pour moi un retour de bâton d'une génération qui, par peur de ne pas trouver sa place dans une société aussi très identitaire mais monolithe, parce que c'était la France du général de Gaulle, comme on dit souvent, et de Chaban-Delmas, du coup, et ben, cette France-là, elle ne laissait pas cette place-là, cette minorité qui avait été appelée, et qui a gardé pour elle un certain nombre de ses besoins et attentes, et les enfants viennent aujourd'hui dire on a besoin de ça, on veut aussi être inclus, on ne veut pas être en marge, etc. etc. Oui, bon, on peut faire du combat de storytelling comme ça, indéfiniment. Ce que j'ai vécu, cette fameuse France que vous pensez être la France de De Gaulle monolithique, a été extrêmement diversifiée. 62, moi, ma classe s'est transformée tout d'un coup, elle a doublé. Il y avait tous les rapatriés d'Afrique du Nord qui arrivaient. Et cette notion de diversité confessionnelle, il y a des juifs, il y a des musulmans qui arrivaient, cette notion de diversité raciale, cette lutte aussi, même dans les années 60, pour la décolonisation, elle imprégnait l'ensemble de la société française. Donc je pense qu'il faut aussi se méfier de la reconstruction a posteriori de ce qui s'est passé. Alors, encore une fois, je bats ma coulpe en tant que membre de cette génération. Je pense qu'on n'a pas bien agi, on a probablement sous-estimé cette crispation identitaire qu'on voit émerger. Mais ce que je crois, c'est que cette crispation identitaire, elle s'est auto-alimentée aussi depuis un certain nombre d'années, et que beaucoup de gens ont intérêt à l'alimenter. Et ça, je pense qu'il faut faire attention, parce que politiquement, il y a beaucoup de gens, aussi bien les anti que les contre, ont intérêt à alimenter la polémique. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant pour rester sur les faits, rester sur la tolérance, rester sur ce qu'on dit depuis ce matin sur la question de l'altérité, sans avoir d'opprobre ou de polémique inutile. Ça me paraît absolument essentiel, en sachant qu'on sera toujours victime de polémistes, quel que soit leur bord,
et qui sont en ce moment complètement démultipliées par les réseaux sociaux et qui malheureusement trouvent un écho dans une population qui est de plus en plus désorientée. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est aussi nouveau, c'est que la population ne sait plus trop vers quel sein se vouer. Que les institutions ont perdu leur crédit, que les politiques ont perdu leur crédit, ce qui n'était pas le cas auparavant. On pouvait leur dire plein de choses, polies, moins polies, leur balancer des pavés, etc. Mais au moins, ils existaient. C'était des interlocuteurs. Aujourd'hui, on a l'impression que quand même, c'est un peu un ventre mou. Et qu'est-ce qu'on fait face à un ventre mou? On est justement un peu la victime de tout ça. Alors, sur ce point, moi, j'ai pas l'approche que tu as par les jeunes, etc., que tu as évoqué. Mais sur ce point, moi, je voudrais juste poser deux petites choses. Une première chose, c'est que je suis amené, pour des études que je suis en train de mener pour l'instant, à réfléchir à la distinction entre un lieu et un territoire. Je ne rentre pas dans la question, mais bon. Et ce que j'observe, enfin ce que je découvre en me documentant, c'est que le terme de territoire ne répond plus à la représentation qu'on en avait précédemment, parce que le territoire ne produit plus d'identification. En d'autres termes, il y a une question d'appartenance, entre identité et appartenance. Et il y a un sentiment de désappartenance qui existe, alors chez des jeunes, dans toutes les générations, et qui se trouve, en tout cas en province, on peut en témoigner, il y a une question de désappartenance, et ça inquiète. Donc ça crée aussi des formes de réaction. Ça, c'est le premier point que je voulais dire à ce sujet-là. Le deuxième, je prends l'exemple du débat parlementaire tout à fait récent qu'il vient d'y avoir à propos de la PMA. Et la PMA, de ce point de vue, est emblématique de beaucoup d'autres débats qui travaillent la société. C'est-à-dire que pour la PMA, enfin je pense qu'on a tous vu les statistiques, il y a grosso modo 65% de la population qui est pour, et puis il y a une minorité qui est contre. Et sur ce sujet comme sur d'autres, mais il est emblématique celui-là, la minorité qui est contre est agissante, fait du bruit, se manifeste, et la majorité qui est pour est silencieuse. Et donc, ça donne aussi un relief particulier, n'est-ce pas? Alors ensuite, bon, il y a des exploitations, je ne sais plus lequel de vous deux, Samuel ou toi, vous avez parlé d'instrumentalisation politique. Naturellement, il y a tout ce jeu-là derrière. Mais il y a un certain nombre, je crois, de sentiments profonds, quelque peu diffus, de désappartenance, de déficit de ressenti d'identification, notamment de la part d'un territoire, qui jouent et qui font qu'après, quand on a l'occasion d'exprimer ça à propos de la PMA ou à propos de ce qu'on veut, d'autres grands sujets de société, alors c'est le support pour pouvoir manifester cette question. Et on a le bouc émissaire, tu as raison. Voilà, j'espère que ça fait un peu le tour de la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, voilà, très bien. Je voulais m'adresser Coexister. Donc, ce que je perçois de Coexister, c'est un laboratoire pour expérimenter justement éprouver l'altérité. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un socle commun qui était défini. Ce que je voulais savoir, c'est comment il avait été défini. Est-ce qu'il a été partagé, discuté ou imposé, et aussi comment les gens les nouveaux coexistants s'intègrent dans ce socle. Parce que c'est pas naturel, enfin c'est pas évident d'adhérer à tout le socle d'emblée. Donc déjà, il y a déjà un préalable, il me semble, pour entrer dans la méthode de coexister. Il y a un préalable. Et comment vous faites pour travailler avec ce préalable? Ça m'intéresse parce que dans notre association, c'est pareil, on travaille sur les valeurs. Et une valeur, elle peut s'imposer ou elle peut se vivre à plusieurs. Donc voilà, cette expérience de coexister, je trouve vraiment intéressante. Merci beaucoup pour cette question. Comme je disais dans mon intervention, il y a 7 prérequis et 7 valeurs. Les valeurs, on n'est pas obligé de les adapter pour des raisons superstitieuses. Honnêtement. C'est quand même, c'est pas...
c'est celle dans la section 3, 7, 12 qu'on retrouve dans le type de coexister. Enfin, je sais pas. Oui, je peux il y a 7 prérequis et 7 valeurs. Les valeurs, on ne demande pas aux personnes de les avoir, on demande simplement aux personnes de se dire qu'elles vont les faire grandir. Et justement, on n'impose pas les valeurs, on dit si vous acceptez de venir vivre l'expérience coexister, ces valeurs, vous les ferez grandir, quoi qu'il arrive. Et elles grandiront en vous et elles grandiront tout au long de votre vie. Donc il n'y a pas une imposition de ça, on ne dit pas il faut que vous soyez de telle manière. Il faut juste que vous acceptiez de les faire grandir. En revanche, en effet, les prérequis, c'est le fameux socle commun, petit socle commun. Et ces prérequis existent depuis quasiment toujours. Peut-être que tu pourras répondre, je ne sais pas si c'est en 2009 ou en 2011. Mais en tout cas, ces prérequis sont rediscutés ou en tout cas relus avec les lunettes du contexte à chaque fois aux assises de coexister. Tous les 3 ans, il y a des assises de coexister où chaque membre, qui soit là depuis 6 mois ou 10 ans, a la même voix et on reparle de tout ce qui touche coexister et où on redéfinit tout et où on vote des orientations pour les 3 années qui viennent. Donc c'est à ce moment-là qu'elles sont rediscutées. Et ensuite, ces assises, lorsque ces orientations sont prises, elles sont entérinées par le conseil d'administration qui en est le garant pour les 3 ans à venir. Et le bureau national mène la direction pour garder ces orientations. Et l'équipe salariée les met en œuvre et les met en application. Donc voilà, c'est de là que ça vient. Mais c'est hyper important pour nous, en effet, de bien dire que c'est pas des valeurs, le préalable. C'est des principes, c'est des prérequis. C'est vraiment différent, même en termes sur les définitions, c'est des choses à accepter pour construire ce cadre commun. On ne demande pas de toucher les valeurs qu'on a chacun et chacune au sein de nous. 7, c'est... Pourquoi 7 Bien sûr, il y a une valeur symbolique du chiffre 7, d'abord dans la tradition hébraïque et biblique, qui est la tradition qui est au fondement des 2 autres dans les abrahamismes et les monothéismes qui sont majoritaires en Occident. Donc c'est vrai que la tradition biblique, elle est quand même très forte dans la pensée occidentale et humaniste. Le 7, c'est le chiffre de la perfection, parce que c'est la garantie de... C'est un chiffre parfait, en plus en mathématiques, c'est vous qui êtes mathématicien. Et donc il y a aussi sa valeur numérique. Donc il y a cet héritage-là, bien sûr, qui était d'avoir des chiffres symboliques faciles à retenir, de ne pas confondre avec autre chose, ça permet de s'y référer facilement. Après, il y a aussi l'inspiration d'autres méga-structures qui ont aussi cette principe et cette valeur, le scoutisme mondial, Emmaüs, la Croix-Rouge. Le D7, il y en a tellement. Il y a les 7 vertus cardinales, les 7 jours de la semaine, les 7, on pourrait faire une liste. Sur Wikipédia, il y a une page avec la liste des 7. Je crois qu'il y a plus de 150 choses qui sont listées en 7 et qu'on utilise tous les jours. Enfin, c'est... Les 7, c'est effectivement les 7 nains de Blanche-Neige. Donc, il y a beaucoup de 7 qui existent. Il n'y a pas que les 7 péchés capitaux, même s'ils en font partie. Donc voilà, pourquoi on a choisi 7 pour le symbole? Parce que c'est un chiffre parfait. Moi, je le trouve aussi fonctionnel pour réfléchir parce qu'il garantissent une sorte de tour de la question. On peut prendre des principes qui fonctionnent en binôme, par exemple unité, diversité, ça fonctionne en binôme, comme identité, altérité, parce que l'un complète l'autre, on a tout dit avec le binôme. Et on peut aussi prendre des principes qui fonctionnent en trinôme, de manière plus ternaire, avec un équilibre, par exemple, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Et donc, quand on a 7, on peut prendre 2 binômes, un trinôme, ça fait quelque chose d'assez complet, on a fait le tour de la question. Ça évite de sortir aussi de schémas plus limités à 2 ou 3. Donc, il n'y a pas d'autre raison que ça, mais c'est surtout pour être sûr de les retenir en fait, et pour nous contraindre à faire un choix. Parce que si on ne choisit pas un chiffre, quelqu'un dit je vais en mettre une 8e, puis la génération d'après va en mettre 9, et après, comment voulez-vous faire marcher un mouvement qui a 12 principes? On ne peut plus les retenir. C'est aussi un chiffre à mal, c'est vrai. Mais c'est trop long. Donc c'est un choix arbitraire. Avec quelques arguments. Je voudrais juste profiter du fait qu'on est tourné vers vous deux là tout de suite. Tu viens de dire, Radia, tu viens d'évoquer l'équipe salariée. Tu peux nous dire en 2 mots la structure de coexister, le bureau national, les salariés, etc., juste pour qu'on ait une idée. Donc coexister, c'est des groupes locaux. Chaque groupe local est animé par 6 bénévoles très actifs. On les appelle les connecteurs et les connectrices. Et ces bénévoles animent le parcours coexister pour des membres. Et les membres, ils sont entre 15 et 50.
Son 6, c'est pas 7. Ouais. Mais ça a changé tout dernièrement. Ça nous a pas mal perturbé. Mais oui, donc 6 bénévoles avec des adhérents qui vivent le parcours coexisté. Les groupes locaux vont élire par territoire un conseil d'administration. On a 18 circonscriptions sur 6 territoires et on a au sein du conseil d'administration 18 personnes. Ces 18 personnes ont aujourd'hui entre 17 et 32 ans. Le conseil d'administration élit un bureau national de 5 personnes. Donc il y a 18 plus 5 égale 23 et les 23 sont le conseil d'administration. Le bureau national, les 5 personnes, nomment une équipe salariée. On est aujourd'hui 12 salariés au sein de Coexister. Et les 12 salariés de l'association sont au siège à Paris. Et ils sont en 2 parties. Il y a la partie fonction support, administration, finance, communication, développement, recherche de financement, et la partie métier avec pédagogie, formation, vie associative, etc. Et donc, ce corps de métier, ces 12 personnes sont au service des groupes locaux. On y revient. Et ils sont au service des groupes locaux. Ils sont censés leur apporter de l'aide, de l'accompagnement, un soutien, des formations, des outils, la méthode, pour pas qu'ils se prennent la tête sur l'administration, etc., pour qu'ils puissent vivre au mieux le parcours pédagogique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, nos fonctions support font vraiment partie du schéma d'éducation populaire, je parle des fonctions support administratives, financières, etc., parce qu'on peut prendre des responsabilités au sein de Coexister à partir de 15 ans. C'est-à-dire que parfois, on a des jeunes de 16 ans qui sont responsables d'un groupe quelque part en France, et qui, pour la première fois, vont avoir accès à un compte bancaire, à une carte bleue, à des choses, et donc c'est souvent leur premier compte bancaire. Avant même le leur, ils doivent gérer le compte bancaire de leur groupe Coexister. Et donc, de ce fait-là, même nos fonctions support sont dans un rapport d'éducation populaire avec les connecteurs et connectrices qui prennent des responsabilités. Merci bien. Merci. J'aurais une question pour Radia Bakouche, tout d'abord. Vous avez abordé la question de l'empathie, qui est une question sur laquelle je m'interroge souvent, et en fait, au point de plutôt laisser ce terme, et même l'approche de l'empathie, pour le remplacer par l'idée plutôt de sympathie. Et le chemin que je fais entre les deux, c'est un peu le même que celui que vous avez exprimé. Il y a l'idée d'une fragilité, ok, bon, ça va, mais c'est surtout l'idée que cette fragilité peut se prolonger ou s'additionner avec, donc s'il y a des fragilités, ce sont des émotions qui nuisent au discernement et qui nuisent finalement à ce pourquoi j'essaie d'être présent dans cette situation, c'est-à-dire empathie, voire aide auprès de quelqu'un et tout. Et donc, je suis pas sûr j'affirme rien, mais je vais beaucoup plus vers le côté de sympathie, où finalement j'ai l'impression de pouvoir être un peu plus lucide ou de manquer un peu moins de discernement dans une situation où je peux effectivement peut-être aider ou m'impliquer ou d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai l'impression que c'est moins moi et l'autre en pensant par sympathie que par empathie, sachant que moi et l'autre dans une situation où, par exemple, imaginons que ça peut être un peu urgent, vous voyez, j'ai besoin autant que possible de mon discernement. Mais finalement, dans les relations du quotidien, c'est moins urgent, mais c'est la même problématique. Je ne sais pas comment. Et après, j'aurais une question pour M. Grégoski. Pour répondre à cette question, c'est une très bonne question, effectivement. Justement, je pense que l'empathie, ça nous met au même niveau que la personne envers qui on essaie d'être empathique. Et la fragilité, ça nous permet justement, ça nous permet justement de ne pas être dans le schéma aidant aider, mais vraiment de ressentir la situation dans laquelle la personne se trouve et de pouvoir lui apporter quelque chose. Et c'est vrai que la question de la fragilité, je trouve qu'une des personnes qui en parlait le mieux, c'est Jean Vanier, fondateur de l'Arche, qui justement ne voyait pas la fragilité comme quelque chose de mauvais, comme un défaut. C'est quelque chose de très très beau et au contraire, ça peut devenir une force. Et je dirais que je reprends un exemple justement dans l'empathie
enfin, de ce qu'on appelle aussi l'empathie au sein de coexisté. Je me souviens d'un appel d'un coexistant, Guillaume, qui me dit, qui m'appelle à un moment dans coexisté et qui me dit c'est fou, on me demande à moi de justifier parfois, on me voit comme une personne qui suis proche de personnes différentes, on me voit comme une personne proche des musulmans, et donc je dois continuellement me justifier le fait que non, l'islam n'est pas égal au terrorisme, l'islam n'est pas égal à la violence, etc. Il me dit c'est dur, c'est difficile. Je dis bah oui, bah là tu es rentré en empathie. Parce que en fait tu es proche et tu es dans l'empathie avec les personnes de l'association, alors on te considère faire partie du même cercle, non pas parce que tu es pareil, mais tu fais partie de ce cercle-là et tu n'es plus forcément dans le cercle des personnes qui te ressemblent. Et donc de ce fait-là, on te renvoie des choses qu'on renverrait de la même manière à des personnes musulmanes, là dans ce cas, mais ça aurait pu être d'autres personnes. Et donc, il vit d'une certaine manière aussi ce que peuvent renvoyer les préjugés à l'égard des musulmans. Et dans ces cas-là, il peut être plus présent auprès des personnes musulmanes. Et l'empathie permet d'être plus présent et permet un peu ce rôle dont on parle un peu ces derniers temps, sur le rôle d'allié. Comment est-ce qu'on peut être un bon allié dans la cause et dans les luttes et dans les difficultés et dans les oppressions que peuvent subir certaines populations, et où la sympathie, mais peut-être, moi je ne connais pas la définition exacte de la sympathie, mais où peut-être la sympathie, pour moi, dans la définition que je m'en fais, ne serait pas suffisante. J'aurais besoin que ça aille plus loin. Et justement d'ouvrir la fragilité, parce que en tout cas, quand on est dans ces fameux rapports de diversité de conviction, rapports minorité-majorité, etc., c'est pas juste de l'aide matérielle, rapide, justement administrative ou autre dont on a besoin, mais c'est plutôt une compréhension. Quand on fait partie d'une minorité, c'est une compréhension, c'est une connaissance de ce que l'on vit, dont on a besoin de la part de l'autre. C'est pour ça que l'empathie nous semblait plus adéquat dans ce cas-là. On est sur la même ligne, mais alors j'aurais dû préciser que sympathie, c'est pas dans l'acception habituelle, c'est-à-dire t'es bien sympa, quoi. C'était pas ça. En fait, c'est vraiment sympathie pour être dans une approche plus large de la situation, pour éviter d'être trop pris dans mes perceptions, ce que je peux encore percevoir. Alors vous avez la chance d'avoir la richesse des expériences et de l'analyse de la pratique de ces expériences. Si je peux juste me permettre, moi c'est pas le lieu ici, mais j'aimerais bien prolonger cette discussion, par exemple, ou cette réflexion, parce qu'il me semble qu'il y a ce problème où on va vite buter de je sais pour l'autre, en fait, à un moment. Ça arrive assez vite, et là, voilà. Donc l'idée, c'est d'éviter ça en passant par une approche un peu plus large. Monsieur Samuel Grybowski, donc j'étais très intéressé par tout ce que vous avez présenté. C'est entre autres des domaines où je suis un peu confronté aussi. Et alors, j'aimerais en entendre un peu plus. Vous avez cité le bouquin de votre ami Victor, là, entre autres, mais sur le rapport en fait entre les personnes athées et les personnes croyantes, que ce soit au sein de l'association, au sein de votre cabinet conseil, et surtout, en fait, peut-être au sein des entreprises que vous conseillez. Comment se passe ce rapport, et est-ce que vous allez également travailler à cet endroit où il peut y avoir certainement des résistances, et d'un côté et de l'autre, voire des conflits? Votre question sur la relation entre personnes croyantes et personnes athées, du coup, précisément, ou la place des personnes athées dans une coopération interconditionnelle? En fait, c'est la question des relations entre personnes athées et personnes croyantes dans les trois espaces que j'ai nommés. D'accord. Mais si vous n'aviez le temps de répondre qu'à une, ce serait dans l'entreprise, où je sais qu'il y a parfois des crispations justement sur ces questions, et comment vous les abordez, et si vous les abordez. Alors, en fait, sur notre sujet, créer un clivage entre croyants et athées ne sera pas pertinent, même si le clivage existe, parce que vis-à-vis du fait religieux, on a tendance à séparer les personnes entre ceux qui croient en une religion et ceux qui ne croient pas, donc ça crée croyants et athées. Sauf que nous, ce qu'on est venu chercher avec le coexister depuis le début, c'est qu'on a ramené le travail de lien à la question de la conviction individuelle. Donc on a individualisé le sujet, c'est pour ça qu'on ne bosse pas avec des prêtres, des rabbins, des imams, etc., avec des brochettes de leaders religieux, mais qu'on
ramène tout aux jeunes qui portent ces convictions-là. Parce que pour nous, la valeur ajoutée que chacun, chacune peut partager avec les autres et mettre en commun avec les autres au service d'action, c'est une conviction personnelle. Et la conviction personnelle, elle est par l'affirmative, elle n'est pas par la négative, elle est en quoi je crois. Quand cette conviction est religieuse, spirituelle religieuse, elle nous intéresse, mais quand il y a une autre forme de conviction spirituelle non religieuse, ça nous intéresse aussi. Parce que ça participe de ce lien à créer et de ce moteur de société avec le raisonnement de diversité de convictions, unité dans l'action. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, quand quelqu'un est croyant, athée ou agnostique, une personne athée ou agnostique n'est pas sans conviction, elle a des convictions relatives à ce dont traite la religion, c'est-à-dire la transcendance, la spiritualité, etc. Une des convictions que la personne porte, alors qui est dit par la négative, c'est « je ne crois pas en Dieu », mais en fait c'est plutôt « je crois que Dieu n'existe pas », parce qu'il y a une affirmation dans un système de croyance. Déjà dire « je ne crois pas en Dieu », ça supposerait qu'il y a un Dieu qui existe tel que défini par les croyants, mais moi j'y crois pas. Donc ça, c'est pas une conviction, c'est une réaction. Conviction, c'est « je crois que Dieu n'existe pas ». Il n'y a pas de Dieu tel que j'entends dans sa définition actuelle. Et en plus, cet athéisme-là, il peut être variable, parce que si on prend un Dieu défini de manière dualiste par les abrahamismes, la personne peut dire « je ne crois qu'il n'y a pas de Dieu », mais dès qu'on lui expose une autre définition de Dieu, plutôt moniste, décrite notamment par les religions orientales, là, la personne, elle peut remettre en cause son athéisme originel. Donc, en plus, c'est variable. Parce qu'on peut être athée d'une conception religieuse et croyant d'une autre. Donc, tout ce raisonnement pour dire que dans la conviction des personnes athées, il y a cette conviction que je crois que Dieu n'est pas, ou je crois que je ne peux pas savoir si je suis agnostique, mais il y a tout un autre panel de convictions qui en sont conséquents. Si je crois que Dieu n'est pas, comment j'explique le développement de l'humanité, l'origine du monde, etc. Je vais y apporter mes réponses personnelles à un anthropocentrisme, une forme d'humanisme, un rapport au hasard, peut-être, ou à la coïncidence, une foi dans le développement, dans le progrès, peut-être, dans la construction, dans la science. Et donc toutes ces choses auxquelles je crois, qui peuvent être complétées par des vraies valeurs spirituelles, je crois en l'amour, je crois dans le don de soi, je crois dans le pardon, sont des convictions que portent des personnes athées ou agnostiques. Moi je pense que dans un monde idéal, mais on n'est pas encore mûr pour ça, d'ici 10 ans, 20 ans, on pourra parler de convictions sans même préciser religieuses. Elles seront épluchées en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, un des véhicules massifs des convictions à travers l'histoire et à travers les hommes et les femmes, c'est le moteur et le véhicule religieux, parce qu'il a transmis des socles de valeurs et d'interprétation du monde, des paradigmes, des dogmes, des foi, etc. Donc c'est pour ça qu'on est allé apprendre des sujets, notamment parce que personne ne le traite. Mais la vraie matière, si je réfléchis en termes de capitaux, parce qu'il y a les capitaux économiques, sociaux, culturels, symboliques, moi je dirais que Bourdieu n'avait pas traité ce sujet, mais on pourrait le faire un jour. Il y a les capitaux convictionnels. Un capital convictionnel, c'est quelque chose que j'investis au service des autres. Quand Luther King ou Gandhi sont prêts à mourir pour leur cause, ils investissent un capital convictionnel au service du bien commun. C'est la même chose pour un Desmond Tutu, un Lech Walesa, un Jean Vanier, etc. Et d'ailleurs, c'est ça qui est terrible. C'est que c'est ces mêmes capitaux qui sont investis au service parfois de la violence. Une personne qui est terroriste ou qui fait preuve d'inquisition ou d'exclusion a un capital convictionnel qu'elle croit investir au service de sa cause, donc là qui n'est pas le bien commun et plutôt une forme d'eschatologie théocratique, mais il y a un capital convictionnel qui est investi dans le Bataclan par ceux qui y vont y mourir. Après, il y a ce débat et cette opposition que nous on fait de dire là il y a un mauvais investissement parce que c'est un investissement au service du mal, mais il y a un investissement d'un capital convictionnel. Donc athées, croyants, agnostiques partagent des capitaux convictionnels dont les religions ont pendant longtemps été soit les vecteurs exclusifs, soit les vecteurs majoritaires. Donc c'est pour ça qu'on passe par ce canal-là qui a été l'interreligieux. Mais le passage à l'interconvictionnel que vous avez initié au niveau sémantique, qu'on a repris en début 2015, pour moi il est bien plus pertinent. Parce que dès qu'on pense conviction, on devient complètement chacune l'égal de l'autre dans son rapport aux convictions. Donc voilà, la question, moi je la traite comme ça. Ramener à l'individu, ramener à la conviction que je porte, et comment cette conviction que je porte va être mise au service d'un projet partagé. Et là, il n'y a plus aucune différence entre croyant et athée, mais alors plus aucune. La différence, elle va être sur un autre plan que la conviction. Elle va être sur comment est-ce que je le traduis, est-ce que j'ai des rituels, est-ce que j'ai une pratique, est-ce que j'ai une communauté, est-ce que j'ai un sentiment d'appartenance, est-ce que ma foi s'appuie sur une dite révélation, avec une théologie dogmatique, etc. Là, il va y avoir des différences sur ces sujets-là, avec les 4 C de la sociologie en religion, credo, code, culte, communauté. Là, entre croyants et athées, on se distingue.
Mais si on ramène tout à la conviction, on ne se distingue plus. Alors, on se distingue autant que chacun et chacune se distingue. On s'entend bien. À la fois, tout le monde se distingue et personne ne se distingue. Personne ne se distingue parce qu'on a tous des convictions. Tout le monde se distingue parce que les convictions sont toutes singulières à celui qui y croit. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel les religions ont joué un bon rôle en étant ces espèces de canalisateurs de convictions à travers l'histoire. Mais elles ont aussi joué un mauvais rôle dans le sens où elles les ont essentialisées. On a cru qu'être chrétien, c'était cette chose-là. Et aujourd'hui, on recommet l'erreur de croire qu'être musulman, c'est cette chose-là. Alors qu'en réalité, si on pouvait passer à l'IRM, si on faisait le scanner des convictions des personnes, mais ça me paraît une évidence anthropologique qu'on étalerait les 7 milliards de scanners des convictions de la Terre sur une table, vous n'avez pas 2 scanners identiques, pas 2, c'est impossible. Personne ne croit exactement la même chose que quelqu'un d'autre, c'est impossible. Donc pour moi, la réponse elle est là. Ramener à la conviction de la personne, et qu'est-ce que cette conviction entraîne? Ça marche dans les entreprises. Bien sûr que ça marche dans l'entreprise, parce qu'une fois qu'on prend ce prisme-là de ramener à l'individu, et comment est-ce ensuite l'individu se met au service de la collectivité du fait de cette conviction personnelle, on crée l'équilibre. Et donc bien sûr que ça marche. Parce que quand l'entreprise voit ces questions comme communautaires ou identitaires ou religieuses, ça lui fait peur. Elle dit mais pourquoi je vais quand même pas aller satisfaire la demande de l'islam d'avoir des salles de prière? Mais non mais attendez, c'est pas le sujet, d'abord l'islam ça n'existe pas, c'est qui l'islam, c'est quoi, c'est quand, qui dirige l'islam, où est l'islam, c'est quoi, c'est où, ça n'existe pas, c'est un ensemble de musulmans. Donc là on ne parle pas de l'islam, on vous parle des musulmans de votre entreprise, vous avez 5000 chauffeurs de bus, ils sont musulmans, ils vous le montrent. Eux, ils ont une conviction personnelle qui va se traduire dans le fait qu'ils ont envie de prier quotidiennement. La question, c'est qu'est-ce que vous répondez à leurs demandes et leurs besoins? Vous n'êtes pas en train de répondre à l'islam, vous répondez aux musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans un autre cas inversé, quand il y a des tensions, je ne sais pas, entre hommes et femmes, ça arrive souvent dans l'entreprise, parce que j'interprète que je ne peux pas serrer la main d'une femme pour X ou Y raison, ou j'interprète que je n'accepte pas que mon collaborateur ne mange pas pendant le Ramadan, parce que j'ai peur qu'il soit fatigué. Quand vous ramenez ça à des systèmes qui s'affrontent, les systèmes ils sont condamnés à s'entrechoquer, parce que les systèmes sont contradictoires. Mais si vous ramenez ça à des personnes et aux besoins de l'individu et à la conviction qu'il porte, tout de suite il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Par exemple, si on prend sur la question de serrer les mains ou pas d'une femme, en France, il n'y a pas d'obligation de se saluer d'une manière ou d'une autre. Par contre, il y a obligation de traiter équitablement. Donc, je veux pas serrer la main aux femmes, je serre la main à personne. Pas de discrimination. Pourquoi pas? Je veux dire, on n'est pas obligé ni de se faire la bise, ni... D'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements féministes aujourd'hui qui demandent d'arrêter d'obliger les femmes à faire la bise à des hommes qui puent l'aftershave le matin. Pourquoi est-ce que les femmes feraient la bise alors que les hommes se serrent la main? Enfin, il n'y a aucune injonction, on fait ce qu'on veut. Par contre, la règle, c'est qu'on traite équitablement. Ça, dans la règle républicaine, on n'a pas le droit de traiter différemment. Donc si un homme ostensiblement congratule ses collègues masculins, mais ne congratule pas ses collègues féminins, il peut légitimement être pris en disant là, de ta conviction, d'accord, mais elle est encadrée. D'ailleurs, j'ai donné les 6 règles qui encadrent la conviction. Donc on l'encadre en disant il n'y a pas de traitement différencié, donc c'est personne ou tout le monde. Et à l'inverse, quelqu'un qui a peur pour Ramadan, je veux forcer mon collègue à manger, mais on ne te demande pas de juger sa pratique spirituelle, puis c'est pas ce que Ramadan lui apporte, puis ça se trouve ça va doper sa performance. La question c'est qu'est-ce que toi tu vois? Est-ce qu'il est fatigué? Non. Est-ce qu'il travaille moins vite? Non. Alors laisse-le faire Ramadan tranquille. Vous voyez? C'est ramener ça vraiment aux relations individuelles, à ce que chacun porte. Sortir de l'étiquette du système derrière. Et ça, des deux côtés, il y a la responsabilité. Du côté macro du gestionnaire, de ne pas voir chez lui un choc des civilisations, mais aussi du croyant. Moi, ça m'arrive souvent, je ne vais pas dire le contraire, que je suis sur un exemple islamique, parce que c'est ceux qui font le plus de bruit en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus particulièrement problématiques. Dans un centre social, une fois, il y avait une femme qui me disait, parce qu'elle voulait... la Fédération des centres sociaux, qui est partenaire de la 15e, j'ai vu, nous demande de les accompagner sur des femmes qui veulent des temples juste pour femmes. Piscine, sport, etc. On en parle beaucoup dans l'actu. Et puis, je vais voir ce centre social, et puis une femme me dit l'islam exige de moi de ne pas me mettre en condition de sport, faire l'effort, enlever mon voile, etc., en présence d'hommes. Je dis, mais non, madame, c'est pas vrai, dites-moi quoi, l'islam, c'est qui? Donc elle me dit, regardez, je dis, mais vous avez fait tort qu'il y ait une autre femme qui est musulmane, vous considérez cette femme comme musulmane? Elle dit, oui, elle n'a pas compris la même chose que vous sur ce texte. Ah bon? Ben oui, la preuve, elle n'est pas voilée, qu'elle peut faire du sport avec les hommes, donc dites-moi, moi, j'ai envie
en tant que femme, de faire du sport seulement avec des femmes. Alors là, je vous écoute, c'est pas de problème, ne me dites pas que c'est ça, dites-moi que c'est vous, c'est votre conviction. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut faire pour votre conviction. Et on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose parce qu'un centre social a le droit de proposer des temps non mixtes à condition qu'il y ait les deux. Si je propose un temps que pour les femmes, pour qu'il n'y ait pas de discrimination, je propose un temps que pour les hommes en même temps. Et donc quand un centre social peut le faire, ben ça marche. Et il y en a qui le font. Parce qu'on peut avoir envie aussi de se retrouver parfois entre personnes où on partage cette dimension d'identité. Donc voilà, ma réponse est toujours sur ce sujet, c'est ramener l'individu dans un premier temps, et pour ne pas être enfermé dans l'individualisme de dire chacun est, voilà, question réglée, ramener l'individu pour voir qu'est-ce qui dans ses convictions peut être mis au service de la collectivité. Merci. Dimension supplémentaire encore ou approfondie de l'altérité qui nous occupe depuis ce matin. Oui, à ce titre que le raisonnement il est valable pour les religions du texte. Moi j'ai un exemple très précis d'aide à domicile où j'interviens, d'aide à domicile africaine qui utilise tous les noms des personnes à qui on les adresse pour éviter celles qui sont africaines parce qu'elles ont peur d'être envoûtées ou d'être esclavagisées. Donc là, on est dans une autre situation où on ne peut pas faire de référence au texte, où il y a justement la question de la convictionnalité, elle touche d'autres domaines qui sont le domaine de la relation culturelle à l'autre et au même. C'est-à-dire, est-ce qu'une aide-soignante, une aide à domicile africaine ne va pas être esclavagisée par une famille africaine? Et comment arriver à faire dépasser justement ces obstacles? La première étape, moi ce que je dis, c'est d'abord que la hiérarchie s'en rende compte. Première chose. C'est-à-dire qu'il faut d'abord lever le voile et dire, se rendre compte que ça existe. Et que ce sont des phénomènes qui ne sont pas anodins et qui ne sont pas surtout anecdotiques. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je voulais, anecdotique. Et que finalement, si on les adresse, il faut les adresser. Alors je suis d'accord sur la question de l'individualité, bien évidemment, mais aussi dans une perspective un peu plus générale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être aide à domicile, qu'est-ce que c'est que la différence entre être professionnel et être dans sa culture. Et que finalement, arriver dans une famille avec une étiquette professionnelle et non pas avec une étiquette soi-disant culturelle. Ouais. Donc c'est tout cela qui complexifie le débat par rapport à, c'est vrai, la religion du texte, là on est détenus, il y a l'histoire, il y a des choses qui peuvent faire. Mais le quotidien, il est plus complexe que ça. Comme vous l'avez dit, on l'a dit aussi ce matin, il y a 7 milliards de convictions et chacun a son propre scénario. Fort bien. D'autres questions? Oui, on voit. Voilà. Oui, vous aviez dit ce matin, ça ne coexistait que, effectivement, la diversité, vous avez été rendu compte qu'effectivement la diversité était une richesse au service d'une vision partagée. Il y avait cette notion de vision commune ou de vision partagée, qu'on se rend compte qu'au final, on va tous dans la même direction. Et j'aurais voulu savoir sur quoi vous vous basez pour affirmer ça. Quelle est votre expérience par rapport à ça? Est-ce qu'au sein de votre association, vous êtes arrivé à cette conclusion et de quelle façon? Et du coup, l'autre chose, c'était effectivement là, quand vous parlez d'entraînement lié, donc c'est effectivement l'entraînement lié à la paix, à l'altérité. La question qui peut se poser, c'est du coup la finalité. En fait, pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir une raison de cet entraînement qui peut être un peu différente. Donc la question c'est quelle est la finalité de cet entraînement en fait? Je dirais c'est pour ça que j'ai parlé d'intuition tout à l'heure, quand j'ai parlé de la question de la diversité, parce que si on fait le constat que la diversité existe, en fait ça, soit d'accord ou pas d'accord, la diversité existe, elle est bien là. On a l'intuition
que si elle existe, elle est positive et surtout elle est créatrice de liens. Donc ça vient d'une intuition commune. L'intuition qu'on est capable de trouver une vision qui nous rassemble. Et c'est aussi pour ça que l'unité fait partie de nos prérequis au sein de Coexister. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est capable, qu'il est possible de créer l'unité. On ne l'a pas encore fait quand on se rend compte de ça. Et à partir du moment où on dit qu'il est possible de créer l'unité, qu'on a l'intuition que la diversité est créatrice de liens, alors, en tout cas à Coexister, ça marche à 100% des cas. Enfin, ça marche toujours, on arrive toujours à trouver du commun, on arrive toujours à trouver quelque chose qui nous rassemble grâce à nos différences, où on puise dans nos ressources convictionnelles à chacun et chacune pour arriver à un but commun et pour arriver à une action commune et pour arriver à l'intérêt général. Ça, c'est ce qui est de l'ordre de l'intuitif. Après, dans les textes, vous trouverez beaucoup d'écrits sur la question de la règle d'or, la Golden Rule. Je ne sais pas si en français, en littérature francophone, il en existe beaucoup, mais en tout cas, la règle d'or, dans énormément de traditions spirituelles et religieuses et philosophiques, on retrouve cette fameuse règle d'or, c'est l'idée de se mettre au service, l'idée d'agir pour l'intérêt général. Et ça, on le retrouve vraiment dans toutes les traditions. Enfin, dans l'ensemble des traditions, on peut trouver à un moment, dans des ressources textuelles, que ce soit philosophiques, religieuses ou spirituelles, on retrouve cette règle d'or. Donc ça vient un peu confirmer cette intuition, une intuition qu'on retrouve dans la dimension interpersonnelle qu'on vit au sein de Coexister et locale qu'on vit au sein de Coexister, mais qui existe également dans les textes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi à ça. Et je laisse Samuel répondre sur la question de la finalité. La paix, ok, mais c'est pas la finalité. Mais juste, j'ai pas compris de quoi vous parliez pour l'entraînement. Vous avez dit l'entraînement plusieurs fois, mais l'entraînement de quoi? L'apprentissage, non? Oui, l'apprentissage de la paix. Oui, en fait, c'est une question un peu plus, générale, en lien avec la vision commune. En fait, c'était effectivement, au fond, donc il y a un entraînement à la paix, un entraînement à l'altérité. Mais c'est le pourquoi, en fait. Le pourquoi, cause ou conséquence, le why ou le what for? Le pourquoi, où on va, pourquoi. Pourquoi, vers où on va, quoi. Voilà. D'accord. Bah, je vais répondre aux deux, alors, parfait. Donc, je crois que sur la question de l'entraînement et de l'apprentissage, c'est le fait que, comme on est sur une mécanique d'équilibre, il y a forcément une mécanique de mouvement. Il n'y a pas d'équilibre sans mouvement, c'est comme la bicyclette. Donc là, on est sur identité, altérité, on a parlé d'unité, diversité, il y a forcément une mécanique d'équilibre. Parce que c'est des ingrédients, quand on absolutise l'un sans l'autre, ils deviennent mortifères. On a déjà dressé un peu le raisonnement. L'unité sans la diversité va uniformiser, assimiler, avec un petit peu, même s'il ne faut pas faire de storytelling, voilà, je suis bien d'accord avec ça, ce qui a pu se passer en France à une époque. Et puis l'excès inverse de diversité sans unité, c'est une société fragmentée, divisée, etc. Multiculturaliste, notamment chez nos voisins anglo-saxons. Dans lequel la France n'est pas, puisque la France, par exemple, est championne du monde des couples mixtes. C'est le pays au monde où il y a le plus de couples mixtes, interethniques, intersociaux, interreligieux, etc. Donc l'apprentissage, c'est cette persévérance où en fait, si on arrête de marcher, on tombe. Et comme il y a une persévérance, il peut y avoir des moments où ça se passe très bien, et des moments où c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui est vrai à l'échelle d'une société, on en fait déjà tous l'expérience dans nos amitiés, dans nos relations de couple, dans nos relations familiales, où cette unité dans la différence, c'est un équilibre constant, c'est jamais une case qui est cochée. Et le problème de la perspective de la paix majoritairement conceptualisée, c'est qu'on a coché la case quand il n'y a pas de guerre. Mais en fait, c'est une complexe illusion, c'est ça que je dénonçais en parlant d'apprentissage, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre qu'on a coché la case, elle n'est pas complètement accomplie, elle n'est pas complètement achevée. D'où si tu veux la paix, prépare la paix, parce que pour qu'une guerre fonctionne, il faut quand même beaucoup d'énergie, il faut que 2 États se déclarent la guerre, bien sûr, mais il faut aussi que des gens acceptent d'y participer, acceptent d'y mourir, il faut aussi que des gens construisent des armes, etc. Donc il y a toute une mécanique des populations qui parfois sont des processus très longs. Très long. Il y a une fondation du camp d'Émile à Aix-en-Provence qui a beaucoup travaillé sur comment est-ce qu'on arrive à un génocide. C'est pas la décision d'un tyran, hein. C'est une société entière qui s'engage sur un génocide et c'est très long. Au Rwanda, il a fallu répéter pendant 10 ans sur la radio rwandaise, les Tutsis sont des cloportes, pour qu'on arrive à un massacre de 800 000 personnes en 3 semaines. Donc, apprendre à vivre la paix, à faire la paix, cet apprentissage, cet entraînement, c'est persévérer toujours dans la recherche d'unité, c'est-à-dire de cohésion, de lien, de symbolos, si on prend la sympathie, donc avec le lien, l'inverse du diabolos, la division. Si on prend ce symbolos, de garder ce lien dans la différence et d'accepter la différence comme une mécanique
comme une mécanique du lien. Voilà, c'est dialectique tout le temps et ça demande une forme d'effort sportif, je trouve, presque du sport intellectuel et spirituel, de se vivre, de se comprendre différent et unir en même temps. Voilà, c'était dans ce sens-là. Maintenant, ça c'est sur le why en quelque sorte, donc sur le what for, la destination. Moi j'avais envie d'être agnostique de cette destination en quelque sorte, c'est-à-dire de ne pas savoir à quoi est-ce qu'elle ressemble. Tout à l'heure on a parlé un peu de la comparaison entre le bouddhisme et le christianisme sur la relation à ce qui est voilé, donc ce qui n'est pas révélé, ce qui n'est pas conceptuel, ce qui est en dehors de l'entendement, que certains abrahamismes appellent les mystères, notamment la relation au mystère, à l'inentendable. Et bien, je trouve que la destination d'une société unie, pour moi, ça doit rester quelque chose de l'inentendable. C'est un but un peu inaccessible qui fait qu'on marche toujours vers plus de cohésion, plus de liens, plus d'unité, plus d'inclusion. Avec bien sûr des cases à cocher. C'est juste que ces cases à cocher sont nécessaires mais complètement insuffisantes. On passe par ces cases-là, donc le fait que le droit garantisse certaines choses. Après, il y a aussi les statistiques, on a parlé du travail, de l'emploi, de l'accès à l'emploi, les salaires. Mais même quand on aura coché ces cases-là, je veux dire, il faudra continuer à trouver de l'inclusion. On ne pourra pas dire demain la France est complètement unie, liée à un plus, parce qu'on aura les mêmes égalités salariales entre hommes et femmes, parce que tout le monde aura la même chance d'égalité à l'emploi. Il y aura toujours une nouvelle étape. Et cette étape suivante, j'ai pas envie de la nommer parce que ça me ferait penser un peu au grand soir communiste ou à l'eschatologie religieuse, où justement on désigne une sorte d'apocalypse finale dans lequel il faut absolument aller, et puis le jour où on se rend compte qu'elle n'arrive pas, ou en fait qu'elle ne se passe pas comme prévu, il y a un désenchantement général. C'est ce qui s'est passé en 89. Où il y avait une eschatologie qui était pensée politiquement, et puis en fait elle ne s'est pas du tout produite, ni pour les uns ni pour les autres. Donc j'aurais envie de dire, c'est vraiment une destination toujours non attente. Je voudrais juste compléter, puisque tu parlais d'entraînement, nous on parle de pratique, parce que dans la pratique, il y a l'idée de discipline, et d'ailleurs on l'utilise dans la religion, enfin la pratique religieuse. La pratique religieuse, c'est pas juste pratiquer pendant un jour une prière ou une méditation, c'est le fait de le répéter, c'est la répétition, c'est la discipline, c'est l'exigence. Et pareil, je pense qu'il y a une pratique à avoir de la rencontre, une pratique de l'altérité, une pratique interconvictionnelle à avoir, c'est qu'on n'a jamais fini de s'améliorer, on n'a jamais fini d'y arriver. Et de la même manière que la pratique religieuse, c'est pas parce qu'on a prié 10 ans qu'il faudra arrêter de prier à un moment, enfin la pratique religieuse telle que je la connais, mais c'est pas parce qu'on a médité 10 ans qu'il faudra s'arrêter de méditer à un moment. Il y a de la même manière, pratiquer la rencontre avec l'altérité, c'est l'idée d'amélioration constante qui demande une exigence, une discipline et une répétition. Merci bien pour toutes ces précisions. Juste avant de clore cette table ronde, je voudrais abonder sur un des points introduits par Samuel à l'instant. Quand tu dis qu'un génocide n'est pas le fruit juste d'un tyran, mais d'un processus qui s'est mis en place, de ce point de vue-là, ils sont sortis tout à fait récemment 2 ou 3 ouvrages qu'on peut tout à fait recommander, j'ai pas encore tout lu, sur justement ce que l'évolution actuelle du langage, des comparaisons entre l'évolution actuelle du langage et l'évolution du langage il y a un siècle en arrière ou à d'autres moments qui ont précédé des périodes assez terribles. Et ça montre exactement ce que tu as dit et c'est très intéressant à voir. Oui, parfaitement, c'est inquiétant. Enfin, bon, c'est juste pour compléter ce que nous a dit Samuel. Donc, du coup, la table ronde est arrivée à son terme. Merci à chacune, chacun, tout le monde. Et je rends... Et je passe la parole au maître des lieux. Je suis le maître des lieux. Éprouver l'altérité, n'est-ce pas? C'était le thème de notre journée. Et en sous-titre, des pistes pour le vivre ensemble. Dans nos processus à nous, ici, il y a la notion de valeur a été abordée, et pour nous, il y a notre valeur est le fait de cultiver la valeur. On retrouve les processus et les perspectives d'une certaine façon sans fin. Ça se cultive de façon continue. Et c'est ce que j'ai ressenti pendant cette journée qui, à mon sens, je la qualifierais de généreuse. Dans le partage des expériences, dans votre présence aux uns et aux autres, de vous être déplacés là.
Et on a commencé la journée avec ce duo altérité-identité. Et il nous a accompagnés tout le long de la journée. Parce que Michel a commencé avec chacun est construit par l'autre et construit l'autre. L'altérité va dans les deux sens. Stéphane nous a plongé dans l'interculturalité, avec toutes les données qu'il a partagées avec nous, avec le côté un petit peu provocateur de temps en temps, tout à fait agréable, je trouve. Et surtout tout ce qui a tourné autour des stéréotypes. J'ai trouvé la façon de l'aborder et d'y réfléchir vraiment intéressante, à titre personnel également. Et puis on a eu un bon repas. Et l'après-midi, on a plongé dans l'interconvictionnalité avec Radia et Samuel. Je retiens juste que la paix, ça s'apprend et que c'est l'affaire de chacun. L'idée de revenir à soi, c'est particulièrement précieux, ça coupe tout ce qui est essentialisation. Et j'ai le sentiment qu'on a rassemblé des ressources pour participer aux conditions du vivre ensemble. À notre niveau, avec ceux qui étaient là, dommage qu'il y ait trop de chaises vides, parce que ce qui s'est passé là, me semble-t-il, nous fait repartir plus riches en termes de réflexion et même d'outils, surtout avec vos deux expériences. Parlez un peu vite pour moi, mais sinon, vos deux expériences qui étaient particulièrement inspirantes dans le témoignage, dans la façon de le dire. Et il y a quelqu'un qui m'a dit oui, ce qu'il dit c'est bien, mais la manière de le dire, ça nous a transportés. Donc il y avait cette dimension vivante qui était importante, précisément documentée, et toujours dans cette idée de processus. Donc voilà. Punso est content, et je pense que la communauté aussi est satisfaite de ce qui s'est passé. C'est dommage d'arriver en fin de discussion, mais on va remettre ça pratique et entraînement. Il y en a matière à creuser, mais en tout cas, merci à tous, merci à ceux qui ont participé et posé les questions et animé le débat. Et je suis très content que Marie-Pétou soit présent. On était heureux à notre manière, et ça fait partie de l'altérité aussi, de soutien mutuel au sein de la quinzaine d'égalité. C'est quelque chose que l'on suit, de proche en proche. Et donc, merci d'être présent, et je vous passe le... Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à la table ronde parce qu'on est en pleine quinzaine d'égalité, justement. Et cette quinzaine d'égalité, c'est la 6e édition. Et d'ailleurs, pour la 2e édition, pour l'ouverture, on avait reçu Samuel, il me semble, c'était il y a 5 ans, 4 ans 2015, il y a 4 ans, ouais, c'est ça, c'est la 2e édition. Cette quinzaine aujourd'hui, c'est 100 événements gratuits sur 16 communes de la métropole. Donc il y a une vraie dynamique pour porter ensemble les valeurs d'égalité, de diversité, de citoyenneté. Et ça me tenait à cœur d'être présent ici aujourd'hui parce que à la fois ce qui est fait par DACPO en termes d'ouverture, de travail sur le vivre ensemble et sur le rapport à l'autre, et aussi ce qui est fait par l'association Coexister. On avait aussi reçu Radia, alors c'était pas pour la quinzaine d'égalité, c'était pour les journées de la laïcité et du vivre ensemble au mois de décembre. Et donc l'association Coexister fait un travail formidable pour permettre à des jeunes de convictions différentes, croyants ou non croyants, de faire ensemble. Dans un contexte qui, vous savez, ça a été sûrement rappelé aujourd'hui, qui est quand même très préoccupant, hein, avec une montée du rejet de l'autre, une défiance vis-à-vis de l'altérité. Et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur l'unité dans la diversité. C'était les mots, par Samuel, c'était les mots qu'utilisait souvent Alain Juppé. Quand il était maire de Bordeaux, il rappelait qu'on est tous différents, qu'on a tous des origines différentes, des religions différentes, des non-religions, un genre différent, et ce qui compte, c'est ce qui nous rassemble, et c'est en l'occurrence les valeurs républicaines. Et donc il est plus qu'important qu'on puisse travailler avec l'ensemble des acteurs associatifs, culturels,
l'ensemble des acteurs de la société à créer de l'unité dans cette diversité qu'il faut reconnaître, hein, parce qu'effectivement, on a tous des identités différentes, et ce qui compte, c'est notre capacité à faire société. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Félicite encore pour cette belle initiative. C'est la 3e année, je crois, que DACPO participe à la quinzaine de l'égalité, et vraiment, j'en suis très heureux. Et puis, l'histoire n'est pas terminée avec Coexister, il y aura sûrement d'autres quinzaines de l'égalité, je l'espère, et on pourra poursuivre cette réflexion intense autour du vivre ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci Marie d'avoir fait rentrer la République dans ce temps. Oui, on avait fait une conférence sur la laïcité à 2 voix. Tout à fait. Exact. On va pas continuer les discours de conclusion sur les discours de conclusion. Donc, encore une fois, merci à tous et puissent toutes ces paroles qui ont été partagées fertiliser en chacun. Et rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine université et peut-être avant, parce qu'il y a de nombreuses activités ici. Merci bien.